est donc investi, mais il devra suivre les conseils de l'évêque et des sages de Djougou. Monsieur le maire, ce que je vous souhaite, c'est d'être ce serviteur qui tire de votre trésor, de ce vieux trésor, le neuf, qui renouvellera toutes choses dans votre service, dans ce service que la ville vous confie ensemble avec vos conseillers. Servez Djougou. Servez Djougou avec passion, avec amour. D'abord Djougou, et tout ce que vous ferez par amour pour Djougou. Et Djougou, c'est nous tous ensemble. À la fin de cette cérémonie d'investiture, conseillers communaux, membres des services déconcentrés de l'État en poste à Djougou et bien entendu les populations ont fait allégeance à la première autorité de la commune, après quoi l'ouverture du champagne. Merci beaucoup. À Basila, le nouveau maire, Riliwanou Haroun, a lui aussi officiellement pris les rênes de la commune ce mercredi. C'est au cours d'une cérémonie de passation de charge entre son prédécesseur Salifou Atta Amidou et lui. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la préfecture de Natitengu, Alassane Harouna, Alexis Abouto. Dans cette cour de la mairie de Basila, devenue trop exiguë ce mercredi, pour contenir la foule, des populations venues assister à la cérémonie de passation de charge entre le maire sortant Salifou Atta Amidou et son successeur. Ouvrant le balai des discours, c'est au nom de tout le personnel de la mairie que leur porte-parole va témoigner toute sa reconnaissance au maire sortant, grâce à qui, selon elle, Basila a pu se hisser au rang de meilleure commune du Bénin sous l'aide de la décentralisation. Au nom du personnel, nous prions que Dieu vous rende au centuple tous les bienfaits à l'endroit de la commune de Basila et priez pour qu'Allah, Dieu Tout-Puissant, vous accompagne dans les nouvelles missions qui seront les vôtres. À vous, monsieur le maire entrant, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre nouvelle fonction. Après 10 ans passés à la tête de la commune de Basila, Salifou Atta Amidou estime que le moment est plus que jamais venu de quitter les choses avant qu'il ne soit tard. Sagesse bien voulu partager avec son ex-deuxième adjoint, appelé à le succéder à ce poste. Monsieur le maire, c'est Dieu qui vous a choisi. Si un jour Dieu décide de vous dire reposez-vous, acceptez, remerciez-le. Nous avons travaillé ensemble. Je voudrais vous confier une équipe de l'administration communale sage, compétente, engagé et déterminé. Tout en vantant les mérites de son prédécesseur, le nouveau locataire de l'hôtel de ville de Basila entend parachever les œuvres de développement entamées par le maire sortant. Monsieur le maire, vous êtes au panthéon de l'histoire de la commune de Basila. Mais, au regard des problèmes existants, promotion de l'économie locale, problèmes d'assainissement, de santé, beaucoup alors reste à faire. Et comme nous devons lier le bout de l'ancienne corde à la nouvelle, le nouveau conseil s'estime heureux d'hériter d'un terrain presque balisé pour réussir la continuation. Avant d'être solennellement investi dans ses nouvelles fonctions, le tout nouveau maire va d'abord recevoir les conseils du secrétaire général de la préfecture, représentant le préfet des départements de l'Atakora et de la Donga. Monsieur le maire entrant, aujourd'hui vous êtes le premier citoyen de Basila. Toutes les charges vous seront allégées dès lors que vous vous mettrez à l'école de l'écoute, de l'humilité et de Dieu Tout-Puissant. C'est par le port d'écharpe et la remise de bâton de commandement au nouveau maire que cette cérémonie a pris fin. Je voudrais vous remettre le bâton. Les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football continuent de taper à toutes les portes pour la recherche de solutions à la crise née du retrait de leur agrément par le ministère des Sports. Ils ont été reçus en audience ce jour par le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, à qui ils ont exposé le problème et sollicité son aide. Suivez ici les différentes personnalités reçues en audience ce jeudi à la Cour suprême, recueillies par Emar Khodonou et Din Tidjani. En fait, comme vous le savez si bien, depuis quelques mois, la Fédération béninoise de football traverse une crise avec le retrait de l'agrément donné par l'État. Et depuis ce temps, la Fédération se trouve inactive.
Et nous, responsables de ce bureau, ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous avons depuis un certain moment entrepris des démarches en direction des institutions de la République afin de leur exposer la situation réelle que vit la Fédération et demander tout ce qu'ils peuvent faire pour que cette situation soit normalisée. C'est dans ce cadre que nous avons déjà rencontré certains présidents d'institutions tels que l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social, et aujourd'hui, heureusement, le président de la Cour suprême a décidé de nous recevoir ce matin. C'est l'objet pour lequel nous sommes ici. Nous venons d'avoir le grand bonheur d'être reçus par son Excellence Ousmane Batoko, président de la Cour suprême du Bénin, à la tête de la délégation de l'équipe électorale de l'Université de Porto-Novo. Et cette délégation était venue rendre compte officiellement au président de ce que le gouvernement de la République du Bénin vient de créer l'Université nationale de Porto-Novo. La délégation est également venue solliciter l'appui institutionnel, moral et politique du président de la Cour suprême pour pouvoir faciliter l'implantation et le démarrage harmonieux des activités de la nouvelle université. Nous avons été très bien accueillis par le président Batoko, qui nous a assuré de son soutien franc, soutien multiforme, et nous a prodigué de très précieux conseils qui vont nous aider dans l'accomplissement efficace de notre mission, cette mission haute, lourde, mais exaltante que la République vient de confier à l'équipe électorale de l'Université de Porto-Novo. Entre le projet Emploi Jeune et l'Agence nationale pour l'emploi, il existe désormais un partenariat pour mieux lutter contre le chômage des jeunes. Cette collaboration a fait l'objet d'une signature de convention ce jeudi à Cotonou d'un montant de plus de 13 milliards de francs CFA et sur une période de 42 mois. Cette convention signée permettra, selon ses initiateurs, d'élargir l'accès des jeunes à la formation en micro-entrepreneuriat. Reportage de Idriss Boukari et Moufid Sabo. La réponse concrète au problème du chômage des jeunes se traduit par cette signature de convention de partenariat entre l'unité de coordination du projet Emploi Jeune et l'Agence nationale pour l'emploi. La présente convention constitue un engagement financier contractuel et permet à l'ANPE d'accéder aux ressources financières du projet en vue de l'exécution des missions qui lui seront confiées. L'ANPE s'engage à travers cette convention à intensifier et améliorer la qualité de ces programmes pour aider les jeunes en situation de sous-emploi à développer les compétences liées à l'établissement et à la gestion d'une petite entreprise. Je crois que pour les chercheurs d'emploi du Bénin, surtout ceux qui d'habitude ne sont pas pris en charge par les programmes, je veux nommer les artisans, je veux nommer les chercheurs, les chômeurs ruraux, je veux nommer les para-urbains, qui ne sont pas d'emblée pris en charge par nos programmes. C'est un jour béni pour eux aujourd'hui car ce programme va permettre d'atteindre près de 17 000 d'entre eux. Doté d'un financement de plus de 17 milliards de francs CFA, le projet Emploi Jeune est le fruit du partenariat entre le gouvernement béninois et le groupe de la Banque mondiale. Ce projet a été conçu pour accompagner le gouvernement béninois dans la mise en œuvre de la politique nationale pour l'emploi et son plan d'action que le Bénin a adopté en 2012. Un des instruments principaux pour la lutte contre le sous-emploi dans la jeunesse consiste à améliorer la formation des jeunes et les préparer à l'exercice d'un emploi indépendant. Les prestations attendues de l'ANPE dans le cadre de la présente convention permettront de sensibiliser les jeunes potentiels bénéficiaires sur l'opportunité que représente le projet Emploi Jeune pour leur insertion dans l'auto-emploi. D'offrir l'opportunité à au moins 12 000 jeunes de pouvoir bénéficier des subventions d'installation. Le projet Emploi Jeune se propose également de financer le processus de décentralisation de services pour l'emploi.
Ainsi, avec son appui, chacune des 77 communes du Bénin sera bientôt dotée d'un service communal d'emploi. Le PEJ va aller dans chacune des 77 communes. Chacune des 77 communes, donc toutes les communes du Bénin seront bénéficiaires du PEJ. La représentante de la Banque mondiale a invité les parties signataires de la Convention au respect des clauses de la Convention qui ne visent qu'à l'atteinte des objectifs de ce projet. À quelques kilomètres de Cotonou, dans les communes d'Alada et de Tofor, nombreuses sont les populations qui jouissent déjà des fruits du PPEA2 financé par les Pays-Bas. Des forages y ont été aussi réalisés, 6 au total, et ceux dans différents arrondissements. Modeste Taforossou et Rachid Souberou sont allés sur les traces des forages qui fournissent de l'eau potable aux populations d'Alada et de Tofor. On suit ce document. Dans la commune d'Alada, des pompes à motricité humaine ont été aussi prévues et réalisées. À 52 km de Cotonou, ce sont 5 villages enclavés dans 3 différents arrondissements qui jouissent désormais du bonheur de l'eau. Tout commence ici à l'entrée de la ville, dans le quartier Togo. Un forage de 124 mètres de profondeur est érigé. La pompe a été faite dans quelques mois et le premier l'eau qui est sorti, c'est sale. Tout est avec, comme du sable quoi. Et après, bientôt, quelques jours, ça a changé. Et en utilisant, avec 2 mois, c'est bloqué. Ici, le bonheur a été de courte durée, mais l'évidence est là, comme à Dessa, dans l'arrondissement d'Arwanonzou. À l'ombre de ces palmeraies, le calvaire pour la provision de l'eau s'est dissipé. Grâce à cette pompe installée il y a des mois, plus d'inquiétudes liées aux maladies hydriques qui entre-temps étaient le cauchemar des habitants. C'est au moins à 3 km qu'avant nous allons chercher de l'eau. Mais depuis, nous jouissons de ce forage. Nous buvons cette eau, nous nous douchons avec, tout en faisant de la lessive. C'est une eau douce. Seule difficulté, le mouvement de pompage est difficile. Cap sera ensuite mis sur la localité d'Agata dans le village à Hota, perdu quelque peu dans l'arrondissement d'Ayou. Il faudra en effet beaucoup de courage et d'endurance pour avaler des kilomètres de poussière et ensuite foncer dans un paysage verdoyant afin d'espérer tomber sur ce qui ragaillardit désormais tout un village. Avant, c'est l'eau de marigot que nous utilisons et cela nous rend malades, aussi bien les enfants que les femmes. Et c'est suite à nos sollicitations que nous avions eu cette pompe. Tous se réjouissent de cette pompe, car de tout le temps, l'eau potable a été une denrée rare, comme à Yerwinta et surtout à Havino dans le même arrondissement où les populations dans diverses composantes sortent massivement pour s'approvisionner du précieux liquide encore gratuit par ici. Ça a changé beaucoup. Ok, ça les a beaucoup permis d'avoir de l'eau potable, de boire. Également, ça a réduit également les tracas. Également, ça les a permis également de nourrir également les animaux, également autres choses également qu'ils font avec de l'eau. Ces pompes à motricité humaine font partie du lot 3 du programme pluriannuel Eau et Assainissement 2 aujourd'hui décrié. Le seul forage existant à Ligoudo dans la commune de Tofor, quant à lui, fait partie du lot 2. Dans le cadre de la vérification de l'effectivité de la réalisation des ouvrages prévus dans le programme d'accès à l'eau potable financé par les Pays-Bas, PPEA2, Geoffroy Mentin et Florent Do ont sillonné pour vous ce mercredi 3 arrondissements de la commune de Grand Popo, un village de Huyogbe dans le département du Mono, un village de Lalo et un autre de Dogbo dans le département du Koufo. Reportage. De l'eau trouble, c'est ce qu'obtiennent les utilisateurs de ce forage après quelques minutes de pression sur cette pompe Vernier. Quand on a pris 2 bassines comme ça, l'eau devient sale. On n'arrive pas à boire. Ce forage est installé dans le village de Gouloko, dans l'arrondissement central de la commune de Lalo, dans le département du Koufou. Il est un ouvrage à mettre à l'actif du programme d'accès à l'eau potable financé par les Pays-Bas, PPEA2. Toujours dans le département du Koufo, les habitants du village de Ahomé, dans l'arrondissement de Tota, dans la commune de Dogbo,
Eux jouissent de l'eau qui coule du forage prévu et réalisé au CEG3 d'Ogbo au titre du PPEA 2. Le forage a été réalisé, ça fait environ 3 mois. Et c'est mis en service à partir de 2 mois comme ça. Autre forage visité ce mercredi 5 août 2015, celui de Fifadji à Doutou dans la commune de Hoyogbe dans le département du Mono. Il fonctionne et porte la griffe PPEA 2. Seule fausse note, la date de réalisation inscrite là-dessus ne serait pas la bonne selon les personnes rencontrées. C'était le courant de juillet. Ça a été fait. Ça a été fait, ça a pris fin le 13 juillet. 2 jours seulement, ils ont foré ça. L'enquête nous a aussi permis de constater l'effectivité de toutes les autres bonnes fontaines prévues par le PPEA 2 dans les arrondissements d'Adjaha, de Djanglamé et de Sazoué dans la commune de Grand Popo. Et à Congo Centre, Yahoué et Ham. Et à Congo Centre, il y a 2. Et à Yahoué 1. Ham 1. Il y a un ouvrage à Koutonkodji et un à Chola aussi. Et Kadekondi, et Kotokoli, et Zundi, dans tous les hameaux. Est-ce que ces ouvrages-là marchent déjà? Non, pas encore. Ça fait au moins 4 mois comme ça. Est-ce que ça marche? Avant là, ça ne marche pas. Mais il y a quelqu'un qui est venu, il y a un plombier quoi, qui est venu réparer ça. Mais maintenant là, ça va normal. Il faut noter que pour des raisons d'impraticabilité de certaines voies d'accès, nous n'avons pu sillonner que 12 des 15 localités destinées à bénéficier de bonnes fontaines dans ces 3 arrondissements. Dans le cadre du projet d'accès à l'eau potable PPEA 2, la commune de Pereret, comme vous allez le voir sur ces images, n'a pas été du reste. Des adductions d'eau villageoises y ont été forées, 5 au total, et ce dans 3 arrondissements bénéficiaires. Du constat fait par l'une de nos équipes de reportage, l'ouvrage a été réalisé et les populations en jouissent pleinement et s'y approvisionnent en eau potable. L'administration douanière béninoise a reçu ce matin un lot de moyens roulants de la part de son homologue du Nigeria voisin constitué de 5 véhicules flambant neufs. Ce don est le fruit de la coopération entre les 2 administrations douanières dans le cadre du renforcement des capacités d'action et d'intervention des disciples de Saint-Matthieu. Ce sont des véhicules de patrouille et l'escorte mis à la disposition des disciples de Saint-Matthieu. Reportage. Fruit des engagements pris par les autorités des douanes nigérianes, l'acte vient intensifier la collaboration entre les 2 administrations douanières et par ricochet entre les 2 pays, le Nigeria et le Bénin. En mettant ces 5 véhicules flambant neufs à la disposition du Bénin, le Nigeria renforce les capacités d'action et d'intervention des disciples de Saint-Matthieu dans le cadre de l'escorte des véhicules d'occasion à destination du Nigeria. Today, another milestone is to be recorded in our timeline. One, the challenge encountered by our partners in progress, the Benin Custom, in carrying out cross-border activities. In our cross-border relations, we seek and we promise and we pledge to assist one another in whatever way we can. So today marks this historic occasion. À la réception de ce don, à ses mains, Area Command, don qui intervient quelques jours seulement après les échanges sincères, francs et directs que les 2 parties ont eus en territoire nigérien, précisément à Abuja, les autorités nigérianes entendent accélérer les dispositions du côté du Bénin afin de rendre fructueux leur partenariat basé sur des défis communs aux 2 administrations. Le directeur général des douanes béninoises, le général Charles Sourou Cézan, a salué la vision des chefs d'État nigériens et béninois. Sans la volonté de nos responsables au plus haut niveau, cette cérémonie ne saurait avoir lieu. Et j'inscris cette cérémonie dans le cadre du renforcement des relations fraternelles qui existent d'abord entre 2 pays frères, 2 pays voisins et également entre 2 administrations sœurs. Nos 2 administrations ont des défis communs. Et le thème de cette année de l'OMD, la gestion coordonnée des frontières, doit pouvoir, n'est-ce pas, être une réalité. Et cela n'aura de sens qu'au travers de la consolidation du partenariat qui doit exister
entre les administrations des douanes, surtout entre celles qui sont installées au niveau des frontières. Promettant une utilisation judicieuse et rationnelle des engins, il a rassuré de ce que l'administration douanière dont il a la charge ne va pas manquer de jouer sa partition, celle de tenir elle aussi ses engagements. Ces véhicules dont nous venons d'être dotés doivent, à notre humble avis, permettre de renforcer notre capacité d'intervention, permettre également de mener beaucoup d'actions qui puissent donner un sens au partenariat que nous sommes en train, n'est-ce pas, de vouloir dynamiser avec les douanes nigérianes. Monsieur le contrôleur de la région de Semekrake, soyez rassurés, les engagements que nous avons pris lors de notre visite de travail au Nigeria et qui ont été consacrés dans le mémorandum d'entente, nous tenons à respecter ces engagements. En avant pour la coopération bénino-nigériane qui veut donner aux deux pays les moyens conséquents pour répondre aux besoins sans cesse croissants des deux peuples. Le bureau central Interpol, le Bénin et la sous-direction de brigades criminelles ont réussi à démanteler un vaste réseau de présumés voleurs de véhicules. Les éléments de ce réseau ont été présentés à la presse hier mercredi à l'École nationale de police avec leur butin. Un membre de la bande a dévoilé le mode opératoire du réseau. Il est suivi dans ses propos des explications du commissaire de police Marcelin Abbé, chef de l'Interpol national. Tous deux sont au micro de Idriss Boukari, Henri Ganti. Je suis un Malien, je descends au capital, comme Cotonou par exemple. Je me promène, je trouve une voiture luxe. Je demande si c'est écrit sur ça avant, j'appelle le propriétaire, il vient, on discute le prix. Quel que soit le prix qu'il va dire, je vais accepter pour pouvoir avoir l'occasion pour prendre la voiture partie. C'est ainsi que si j'accepte son prix, je vais lui faire savoir, si c'est le matin, je vais lui faire savoir que d'ici 15 heures, ils vont me faire virement d'argent. Et c'est comme cela qu'on reste ensemble là, il me donne à soir, on reste là, jusqu'à ce que je vais voir là où lui-même il va déposer la clé. Si je vois qu'il a la clé, s'il a empoché la clé avec lui-même, je ne peux pas trouver cette clé-là. Je l'abandonne et je vais ailleurs. Lorsque je gagne au moins 2 ou 3 contacts comme cela, des vendeurs de véhicules, la première personne où je vais avoir l'occasion de prendre sa clé, je remarque toujours là où la voiture est garée, si c'est facile à prendre ou pas. Si c'est facile à prendre, je prends et je vais avec. Si ce n'est pas facile à prendre, je laisse. C'est comme cela que j'étais venu vers Stade. Je suis rentré en contact avec les propriétaires des Highlanders. J'ai fait 2 jours avec eux. Je voyais là où ils déposent la clé, mais il y avait des gens. Je ne pouvais pas prendre, même si je prends la clé, je ne peux pas prendre la voiture là devant eux. 2 jours après, je les ai laissés, je suis allé à Lomé. À Lomé, ce dernier, lui, je le connaissais très bien. Je suis allé prendre sa voiture sans chercher à savoir pourquoi la voiture était garée à la maison. La voiture était garée parce que c'était en panne, je ne savais pas. J'ai pris la voiture, sa femme était à la maison avec les enfants. Je suis resté là, ils m'ont donné à boire. Avant que lui-même il va arriver à la maison, j'ai pris la clé et j'ai pris la voiture et suis parti. C'est au cours des investigations qui ont suivi l'interpellation de ce véhicule que nous avons compris que ce monsieur n'est pas à son premier essai. L'enquête a permis de découvrir qu'il partait au Niger comme ça avec le véhicule pour la 3e fois. Donc ce véhicule, il a volé au terrain le 31 juillet 2015. Déjà, le 3 juillet 2015, il avait réussi également à voler un véhicule de marque Acura. Il a volé ce véhicule, chemin faisant, malheur pour lui, ce véhicule est tombé en panne et n'avait pas trouvé d'autre solution que de l'abandonner au niveau d'un garage à hauteur de Dassazoumen. C'est toujours au cours de l'enquête que nous avons compris que 2 semaines après, précisément le 18 juillet, le même monsieur a volé un autre véhicule, une RAV4, qui cette fois-ci, il a réussi à l'emporter jusqu'au Niger et l'a vendu dans ce pays. C'est une occasion pour nous, lorsque nous achetons un véhicule, lorsque nous sommes utilisateurs d'un véhicule, c'est le moment d'essayer de photocopier tout au moins la carte grise, parce qu'il y a des informations dont on aura besoin pour pouvoir faire l'alerte. Il faut forcément prendre le soin de prendre note de la carte grise du véhicule qui comporte le numéro châssis.
Incivisme à Cotonou et plus précisément au marché d'Antokpa dans la matinée de ce jeudi. La police sanitaire a eu vent de ce que des habitants d'une maison où se fabrique du puer watar et où se prépare de l'arachide à commercialiser ont réalisé une fosse septique illégale en plein cœur de l'habitation. Informée de la situation, une équipe conduite par l'inspecteur de police sanitaire Désiré Afokwe a pu constater les faits. Il est au micro de Émile Azokota, Henri Ganti. En fait, il y a une maison où les gens ont réalisé des voies d'assainissement à but lucratif, sans autorisation, sans formalité. Et ce que nous avons constaté ce matin, ces messieurs, lorsqu'ils se sont rendus compte que la fosse est pleine, ils ont dû réaliser une fosse un peu perdu dans la cour de leur maison. Et à l'aide d'un appareil, ils ont dû vider la fosse septique à une fosse un peu perdue dans la cour de la maison. Pour le moment, nous n'allons pas nous en tenir tout de suite aux sanctions. Notre premier objectif, c'est comment faire décontaminer la matière fécale déjà déversée, protéger la nappe phréatique et fermer la fosse. Mais tout compte fait, le propriétaire de la maison est déjà convoqué. Il doit se présenter dans les locaux de la brigade de la police sanitaire. Donc tout de suite, on passe à la fermeture de la structure, ce qui a été réalisé déjà. L'autre point, on demande déjà aux gens de la maison des comportements à tenir pour éviter une certaine contamination des maladies. Entre autres, on peut citer le choléra,